Voici déjà notre 54e épisode des Technos avec cette semaine les deux frangins informaticiens. Vous les avez reconnus, bien entendu, les deux frangins informaticiens, informaticien.be, évidemment. C'est d'une part, de ce côté-ci, Sébastien. Salut Sébastien. Hello. Et puis de l'autre, Marc. Bonjour Marc. Salut. Et bienvenue donc à tous dans ce nouveau numéro des Technos. C'est notre actualité, enfin leur actualité technologique de la semaine, vue par eux et commentée par eux-mêmes également. Et puis voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à vous aussi faire vos petits commentaires en regard de cette vidéo, de ce son, de cet article, où que ce soit sur informaticien.be, sur lestechnos.be ou sur YouTube. Des commentaires, on en a eu pas mal cette semaine, il faut bien le dire, par rapport, par exemple, à notre premier hors-série consacré au logiciel libre avec Sébastien. Le premier épisode est paru début de la semaine, vous pouvez aller l'écouter, ce n'est pas encore le cas. Il y en aura d'autres, bien entendu. Toutes les 2 semaines à peu près, on va vous en proposer comme ça des petites sélections d'applications, de logiciels libres. C'est ce qu'on vous propose régulièrement. Beaucoup de commentaires, Sébastien, sur informaticien.be, je ne dis pas de bêtises, ça a bien commenté. Ça, on s'y attendait un petit peu. Hein. C'est normal, on a pas mal d'aficionados du livre sur le site, parce que ça fait référence à une vieille rubrique qui est alimentée en logiciel libre, et puis ça fait ressortir pas mal de souvenirs à des gens. Donc il y a eu pas mal de bonnes suggestions de futurs logiciels libres. Alors on en a déjà enregistré quelques numéros, donc il y en a déjà quelques-uns qu'on a cités, mais on est toujours ouvert aux bonnes suggestions pour les prochains enregistrements. Bien entendu, on avait dit, ça se poursuivrait au-delà de ce qu'on avait enregistré. Pour tout vous dire, on a enregistré quoi, une vingtaine de logiciels, pas de capsules, de logiciels. On a sélectionné comme ça une vingtaine de logiciels, mais bon, on peut passer à côté de certaines choses. On l'a dit aussi, il y a beaucoup de logiciels libres disponibles, et chacun un petit peu ses petites habitudes, on pourra y revenir bien entendu. Donc on va pas reprendre ici tous ces commentaires, on vous remercie en tout cas de les avoir faits, et n'hésitez pas à renouveler, nous on aime ça, il n'y a aucun souci. Alors moi j'ai sélectionné juste un commentaire parce que ça lance vraiment un débat super important, attention, je vous explique pas, c'est Druc Kaplan qui nous a envoyé un message sur YouTube me semble-t-il. Salut, je suis tombé sur vos vidéos comme ça au pif et je trouve ça sympa, merci. Et pour info, Huawei se prononce Huawei. Et j'en suis sûr à 200%. Alors que la semaine auparavant, on avait reçu un message qui nous disait ça se prononce avec un R. On ne sait plus. Donc, si quelqu'un est sûr à 300%, parce que là, ce n'était que 200%, si j'ose dire, si quelqu'un est sûr à 300%, ou si quelqu'un... De chez eux, par exemple. Par exemple, oui. Pouvez nous donner le renseignement et nous dire exactement comment se prononce Huawei. Si ça se trouve, je le dis bien. On sera content. Au-delà de ça, on entame ici notre épisode numéro 54 avec la lettre A, comme Apple, évidemment, et c'est Marc qui s'y colle pour parler de l'iPad Pro. L'iPad Pro qui est arrivé, et si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, c'est le moment d'aller faire un tour, soit sur l'App Store, soit sur l'Apple Store, soit de passer dans le magasin de l'avenue Louise. Alors, effectivement, depuis hier, en ligne et depuis ce matin physiquement donc à l'Apple Store, il est disponible à plus de 900 € pour le modèle d'entrée de gamme. Donc on rappelle quand même, c'est un 32 Go tout nu, sans rien d'autre, version Wi-Fi seule. Si vous voulez vous prendre la version haut de gamme avec 128 Go et la version LTE, donc 4G, ça risque quand même de vous coûter jusqu'à 1249 €. Voilà, c'est quand même pas donné. Alors il faut savoir que derrière ça, bon, on a quand même ce qui se fait de mieux apparemment, hormis la taille d'écran en matière d'iPad, nouvelle puce, nouveaux composants, autonomie de batterie améliorée, etc. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'Apple entend positionner cet appareil comme un concurrent direct des PC portables. Alors on se demande un petit peu comment ils vont réussir à le faire au final, puisque pas beaucoup plus cher, on a le premier MacBook qui commence et qui lui est un vrai ordinateur, tandis qu'ici ça reste quelque part une tablette avec un stylet qui sera disponible
en plus à 109 € et un clavier qui sera disponible en plus à 179 €. Alors pour l'instant, le clavier, c'est pas la peine de sauter dessus parce qu'il ne sera disponible qu'en version US, pas encore de version AZERTY localisée. Et d'un autre côté, Microsoft a sorti il n'y a pas tellement longtemps la Surface 4 Pro avec clavier et stylet. Et on est là à 1150 €. Donc on a un positionnement un peu bizarre, si je puis dire, et on va attendre quelques jours ou quelques semaines de voir un peu comment l'appareil va se positionner. Alors c'est vrai que toutes les vidéos qu'on a vues font état d'un écran absolument magnifique, d'un appareil qui est très léger malgré la taille. On a quand même l'équivalent de 2 iPads normaux empilés l'un sur l'autre, le tout pesant à peu près 700 grammes, avec la même autonomie de batterie et des performances nettement revues à la hausse. À voir. Pas mal de gens et d'analystes estiment que le souhait de Tim Cook, donc de voir cet appareil remplacer, en tout cas pour une grande partie, l'ordinateur qu'on ouvre à tout bout de champ, semble un petit peu utopique. Surtout que iOS n'est pas encore totalement capable de fournir le même résultat et les mêmes réponses qu'un système d'exploitation complet comme OS X. Ou comme Windows 10. Non, on n'a dit pas de gros mots. Non, mais, ça force la comparaison forcément avec Surface. Ça force la comparaison, effectivement. Et donc, voilà. Surtout qu'à tarif égal, oui. Oui, voilà. Alors, par contre, la grosse question qui va se poser, c'est qu'il y a une tendance qui est en train de s'esquisser de manière relativement nette ces derniers mois. C'est un déclin progressif des ventes de tablettes, tous secteurs confondus, que ce soit Microsoft, que ce soit de l'Android ou que ce soit de l'iPad. Alors, est-ce que Apple compte sur l'iPad Pro pour relancer un peu la machine? Ce serait étonnant dans la mesure où ici, l'iPad Pro va probablement être, comme son nom le dit, dédié à une utilisation beaucoup plus professionnelle. À ce prix-là, c'est clair qu'on ne voit pas Monsieur Tout-le-Monde l'utiliser pour aller surfer sur les technos le soir, par exemple. Par exemple, ce serait très bien, hein, ça le fera aussi, mais... Ah oui, ça, on serait consulté avec tout le luxe auquel nous avons droit, c'est ça. Effectivement. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'on attend de la relance de côté tablette, ça tu l'as expliqué. Est-ce que c'est la tablette de trop? C'est ce qu'on verra, hein, finalement, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas, mais d'un autre côté, si tu regardes côté Android, il y a Samsung, il n'y a pas longtemps, qui a sorti une tablette Pro qui a la même taille. C'est ça, ouais. Et elle est sortie il y a 2 mois, si je me rappelle bien, et elle est sortie, mais elle reste dans l'anonymat le plus complet. Dans l'indifférence générale, oui. J'ai vu très peu de tests, j'ai vu passer 2-3 trucs sur GSM Arena et des sites du style, mais rien d'autre. Est-ce que ce ne sont pas des devices qui s'adressent vraiment au milieu professionnel, et peut-être que là, il y a une communication renforcée au sein des entreprises, dans les sociétés, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas visible. À notre petit niveau, elle n'est pas visible. Donc peut-être c'est de la communication plus adaptée, en one-on-one, je ne sais pas. À voir. À suivre une fois de plus. Sébastien avait un truc à rajouter. Oui, enfin, moi je vois. C'est vrai qu'au niveau professionnel, je pense que ça peut être intéressant dans certains milieux hospitaliers, par exemple, pour pouvoir avoir montrer les infos aux patients en 10 pouces, c'est pas toujours suffisamment grand. Mais je voulais revenir sur la remarque de Marc avec le fait que les tablettes s'écrasent pour le moment. Et vous poser la question en retour. Moi, j'ai un iPad Air, première génération, un iPad mini, deuxième génération, et j'ai beau regarder chaque année les nouveautés, je viens de dire que finalement mon iPad Air fonctionne toujours hyper bien, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui lui manque par rapport aux deux, il va à 15 ou 20% moins vite, mais honnêtement ça change pas ma vie. Et c'est pareil sur l'iPad mini, je vois plus de... On est un peu comme sur le mode des smartphones en évolution, il n'y a plus vraiment une super évolution. Donc, et en plus, je serais tenté de dire que tu parlais des différentes tablettes que toi tu avais, tu en es content, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème majeur. Moi j'ai un iPad 2, je peux vous dire que là, avec la dernière mise à jour, il commence à ramer un petit peu, ça c'est clair. Mais quid du remplacement, ça c'est une autre question, hein. Je n'ai pas encore tranché, mais effectivement, ce sont des appareils qui fonctionnent tellement bien, je suis désolé de le dire pour ceux qui pensent qu'on n'est pas pro Apple, mais sincèrement, ça fonctionne vraiment bien et il n'y a vraiment aucune raison d'en changer quand ça fonctionne bien. Voilà. Si tu voulais faire une périphrase, on pourrait dire que les iPads, c'est les crocs des tablettes. Oh, c'est joli. Les crocs, vous voyez ce que c'est, les crocs, hein? Les espèces d'horribles sabots en plastoc increvables, que même la boîte qui les fabrique a fait faillite parce qu'il ressemble au masque de gardien de but de joueur de hockey. Voilà. Allez, on passe à la lettre B. B comme business, Sébastien, avec Fiverr qui fait une levée de fonds de $60 millions. C'est quand même pas rien.
Fiverr. Fiverr, on dit monsieur. Parce que ça vient de 5, de 5 et de $5. $5 qui est... Alors, est-ce que tu sais ce que c'est, Fiverr? Ça me rappelle vaguement quelque chose, mais je ne sais plus. Ouais, c'est bien. Qui va d'abord réexpliquer ce que c'est le Fiverr. Oui. Fiverr, le principe, c'est un site web sur lequel il y a toute une série de freelancers, graphistes, programmeurs, tout ce qu'on veut, qui vous proposent leurs services pour $5. Alors pour $5, en général, tu peux aller demander à un mec de rajouter sa voix sur une vidéo pendant 30 secondes. Si tu veux 2 minutes, bah, tu payeras un peu plus cher, etc. etc. Mais pour $5, parfois tu peux faire une petite présentation, un petit truc à l'arrache pour un test, et avec une qualité qui est tout à fait raisonnable, quoi. C'est pas forcément de la merde. Donc ça, c'était un peu leur succès. Et leur nom, $5, parce que c'était le prix minimum en dessous duquel on ne descendait pas. Et ils viennent d'aller chercher $60 millions. Voilà, pour un financement. C'est pas mal, hein, $60 millions finalement. C'est pas mal, oui. Ils avaient déjà 110 millions avant, hein, donc c'est petit par rapport à ce qu'ils avaient avant. Mais la boîte, ici, annonce une modification en même temps que sa levée de fonds, c'est qu'ils vont laisser tomber le seuil minimum des $5. Donc maintenant, tu feras un peu ce que tu veux. Ce qui est un peu bizarre, parce que c'était vraiment leur nom, Fiverr, qui était lié à ces $5. Donc ça, cette limite va progressivement disparaître. Mais mine de rien, quand tu fais le compte, ils génèrent plus de 1 million de transactions par mois. De gars qui vont faire des trucs pour $5. Donc si tu es spécialiste pour aller mettre un petit peu ta voix sur une vidéo... Ah, pour $5, je travaille pas, je te le dis tout de suite. Oui, mais c'est pour faire 10 secondes de texte, quoi. C'est pas pour faire... si tu veux, à chaque fois, celui qui veut plus, celui qui veut machin, toutes les options. Et il y a plein de gens qui en vivent. Hein. Je dis pas qu'ils en vivent super bien, mais qui en vivent. Et alors, la petite anecdote, parce que sur Fiverr, en lisant ici, j'ai vu d'où ils venaient, et c'est encore une boîte israélienne, en fait. Ils viennent de Tel Aviv. D'accord. Il y a une sorte de Silicon Valley à Tel Aviv aussi, hein, qui se développe de plus en plus d'ailleurs. Je voyais les doigts de Marc s'agiter. Non, pas du tout. Non, mes doigts c'était un peu rouillé, c'est tout. Voilà, c'est juste mais par contre, Fiverr, effectivement, je sais qu'on l'a utilisé dans le cadre de notre autre casquette. Et oui, effectivement, c'est pas mal du tout. Bon, comme dit Seb, faut pas s'attendre à de la qualité professionnelle. C'est pas un truc équivalent. Il y a d'autres marketplaces pour ça où tu vas payer plus cher, mais tu vas avoir un résultat beaucoup plus professionnel. Fiverr, pour la petite histoire, ceux qui nous suivent depuis le début savent qu'on a un joli logo. Le logo, au début, on l'avait fait faire chez Fiverr et puis on l'a fait nous-mêmes. Oui, c'est ça. Là. Par exemple. Ah oui, le logo des technos, tu veux dire. Oui, c'est ça. Oui, mais il change de casquette comme de chemise, lui. Hein, donc, oui, pas suivi. Non, mais effectivement, on peut bien tomber comme on peut mal tomber. Et c'est vrai qu'on perd pas beaucoup d'argent dans ce cas-ci, $5 ou un peu plus. C'est pas énormément de pognon. C'est beaucoup plus embêtant quand on fait appel à une agence et qu'on n'est pas content de son travail. Là, ça pose un autre problème. Ou bien des avocats. Non, par exemple. On a de beaux cas en Belgique pour ceux qui nous écoutent à l'étranger avec des logos pour... C'était la Wallonie, hein, si je ne m'abuse. C'était le Théâtre Royal de Wallonie, vous voyez, les Jeux Olympiques. Voilà. Non, je parle pas de ça. Je parle de combien ça a été payé pour le logo. Et là, c'était de la Wallonie. Et, les 6 bouboules, oui. Voilà. Donc 6 petits ronds qui forment un W en fait. Le logo de Cassiope. Ceci dit, quand on voit les déclinaisons, enfin là on s'égare un peu, mais quand on voit les différentes déclinaisons du logo, je trouve l'idée encore pas trop mal. Enfin bref. Passons. C'était genre 40-50 000 euros. Hein. Ah oui, c'était énorme. C'était ce sont des sommes. Non, on avait compté, c'était 100 000 euros la boule. Bon allez, on passe à autre chose parce que là on s'égare complètement. Seb, on reste dans la lettre B comme business pour parler de T-Mobile qui commence son internet à 2 vitesses. Ça commence donc. Et voilà, c'est la merde. On en a, je sais plus, je pense qu'on en a parlé. Hein, plusieurs fois. Europe qui disait voilà, c'est génial, on va pouvoir faire privilégier certains flux, certains trucs, etc. Ça y est, ça commence. Mais normalement, c'était prévu pour un usage un petit peu plus sympathique que ce qui est ici utilisé par T-Mobile. T-Mobile, il prend le truc au pied de la lettre et il dit bon, c'est comme ça, c'est génial. J'ai des connexions avec des limites de data. Je vais les supprimer pour quelques sites, dont Netflix, Showtime, HBO, etc., etc.
Et donc voilà, ça commence, c'est en route à partir de dimanche. Bon, le problème là-dedans, c'est qu'effectivement la première étape pour ces providers, c'est de supprimer du quota l'une ou l'autre société. La deuxième étape, c'est évidemment d'aller chercher de l'argent chez ces sociétés pour supprimer ces quotas, et donc inévitablement renflouer les caisses des opérateurs qui se plaignent d'être des bêtes, des tuyaux bêtes et méchants. Être un peu les bêtes de somme de l'internet, quoi, en quelque sorte. Donc ils ont ici, on a ouvert la boîte de Pandore, et là c'est le premier, la première mauvaise nouvelle du genre. Oui, effectivement, parce qu'on ne sait pas très bien jusqu'où ça va aller, et qu'on se doute fort que ça va être l'utilisateur final, c'est-à-dire nous qui allons payer la note quelque part, hein, et que tout le monde va un petit peu se sucrer au passage. Donc voilà, ça ouvre la boîte de Pandore, ça tu l'as dit, effectivement, très bien Seb. La Commission européenne menace Internet également. Oui, alors là, c'est un autre truc à la con qui a été soulevé par Julia Reda, une parlementaire européenne qui représente un certain parti pirate. On en a déjà parlé quelques fois. Et donc, la parlementaire a agité le drapeau rouge en disant « Je pense qu'il y a un petit problème sur un texte que l'on discute. » Et le texte qui est discuté est un texte qui veut revoir le copyright au niveau européen pour avoir quelque chose d'harmonisé. Alors, si tu le mets juste comme ça peut paraître sympathique. Le problème, c'est que dans tout ce qui est copyright, ils incluent aussi le fait de faire du lien. Donc l'hyperlien va être soumis d'une certaine manière au copyright. Donc si tu prends un site comme Les Technos et que tu fais un lien vers une page, tu vas devoir demander l'autorisation à Les Technos pour faire le lien, sinon tu peux avoir un problème de copyright vis-à-vis de ce site. Si on rappelle, à l'époque, la STIB était un des cas en Belgique sur lequel on ne pouvait pas faire de lien sans se prendre une menace d'avocat de la part de la STIB, donc c'était assez dramatique, et ça va totalement à l'encontre du web. Ici, selon Julia Reda et certains analystes, c'est peut-être une tentative de l'Europe d'essayer de donner un petit peu d'argent à tout ce qui est lobby presse, parce que voilà, la presse a un petit peu de problème de fond, et c'est pas la pub qui les fait manger aujourd'hui. Non, c'est les subsides. Voilà. Et remplacer la pub et les subsides par le fait de faire payer tous les gens qui font un lien vers les sites de news. Mais du coup, ça menace inévitablement des gars comme Google, des gars comme Facebook, qui pourront plus faire, si le journal le décide, de liens vers leur site. C'est quand même c'est très étrange, c'est très particulier, ça va complètement à l'encontre de ce qu'est l'Internet. Hein. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête complètement, c'est complètement fou cette histoire. Heureusement, c'est pas encore signé, mais c'est un projet foireux quand même. C'est très foireux, effectivement. Marc avait un truc à rajouter sur ce genre de sujet. En général, Marc a toujours un truc à rajouter. Non, je crois que non, on s'est fait le tour. Franchement, c'est quelque chose qui risque de, encore une fois, bouleverser légèrement la manière d'aborder le partage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et je ne sais pas encore aujourd'hui déterminer si c'est pour un bien ou si c'est pour un mal. C'est compliqué, effectivement. On passe à la lettre F. Alors là, il s'est passé des trucs du côté de la lettre F, et en particulier du côté de chez Facebook, Marc, parce que Facebook est maintenant valorisé à plus de 300 milliards de cacahuètes. Ouais, t'imagines le nombre d'iPad Pro qui peuvent s'acheter? Alors effectivement, aujourd'hui, Facebook représente la 6e puissance boursière mondiale. C'est pas rien pour un truc qui est né dans un dortoir et qui servait principalement à pécho de la meuf pour trouver des bons plans cul. Quand même, voilà, faut quand même la jouer. Et en plus d'avoir cette valorisation, ils ont quand même doublé leur valorisation en un an. Il y a à peine un an, Facebook était quand même à 1 milliard et demi seulement, enfin 150 milliards, pardon. Donc vous voyez un peu la marge de progression, elle est assez énorme. Alors évidemment, à côté de ça, il y a aussi le fait que ils ont présenté récemment le résultat. Ils sont à 4 milliards et demi de bénéfices, c'est quand même gigantesque. Tout ça en revendiquant 1 milliard d'utilisateurs actifs. Donc ça fait quand même pratiquement un 7e de la population mondiale. C'est quand même relativement important. Oui.
ça laisse assez rêveur. Maintenant, il faut mettre ces chiffres en perspective. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, il y en avait toute une série de com passés, comme quoi, voilà, Facebook revendiquait 8 milliards de hits quotidiens. On s'est rendu compte en grattant un peu qu'il y avait des algorithmes derrière qui avaient tendance à gonfler un peu les choses, à faire du détournement de clics. Enfin, soit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut bien qu'on laisse un petit peu pour les prochains numéros de notre podcast. Par contre, comme de toute façon, les actionnaires en veulent toujours plus, Mark Zuckerberg s'est fendu d'un petit voyage où il a posté avec sa femme des belles photos devant le Taj Mahal, etc. Donc, pour bien nous faire comprendre que le prochain marché de Facebook, ce sera l'Inde. C'est aussi une manière de signaler qu'il attendait famille. Oui, mais enfin bon, soit. Les deux allaient ensemble. Voilà. Et comme apparemment, du côté de la Chine, qui était l'autre grand marché émergent, Facebook est toujours persona non grata, voilà, l'Inde va représenter un excellent marché avec évidemment la taille qu'on imagine. Et d'ailleurs, à ce sujet, je rebondis sur une petite info que vous aviez publiée que vous aviez commentée dans le podcast de la semaine passée, qui est l'instauration du 2G Tuesday, où effectivement, il a décidé d'imposer une connexion 2G à tous les développeurs mobiles pour qu'ils puissent se rendre compte des conditions réelles dans lesquelles toutes ces centaines de millions de nouveaux utilisateurs vont devoir utiliser le nouveau bébé. Oui, c'est ça. Donc ils vont peut-être faire machine arrière aussi, faire des applications plus légères, parce que les smartphones ne sont pas non plus de la même catégorie. Donc, exact. Voilà, on va voir comment tout ça va évoluer, mais c'est clair que c'est la courroie de développement de ce type d'application et de ce type de site. Hein. D'autres feraient bien d'y penser peut-être aussi. On reste dans le domaine de Facebook, parce qu'on l'a appris cette semaine. Alors je ne sais pas si ça a fait le tour de la francophonie, mais sachez-le, amis français par exemple, que Facebook a été condamné par la Belgique cette semaine. Facebook a été condamné par la Belgique. Alors, c'est une procédure qui avait commencé début 2005, qui avait été initiée par la Commission de la protection de la vie privée, donc la CPVP, qui avait, suite à une refonte des conditions générales d'utilisation de Facebook, avait décidé de gratter un petit peu et de voir la manière dont, en particulier, Facebook utilisait ses cookies, et plus précisément, la manière dont Facebook utilisait ses cookies pour traquer les utilisateurs qui ne sont pas membres de Facebook. Ouais. Alors, on va déjà tout de suite dissiper un petit mystère. Comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, pratiquement tous les sites au monde, aujourd'hui, hébergent à des degrés divers, soit une petite box, rejoignez notre page Facebook, ou bien un petit bouton, like, etc. Il faut savoir que derrière chaque petit bouton se cache un cookie. C'est ça. Un tout petit cookie qui traque votre comportement au travers de tous ces sites qui sont reliés sur Facebook d'une manière ou d'une autre. Alors, la CPVP a estimé qu'à partir du moment où vous êtes membre de Facebook, vous êtes inscrit régulièrement, vous avez donc implicitement donné votre autorisation à Facebook de vous fliquer. Oui. Mais à partir du moment où vous ne l'êtes pas, vous êtes fliqué à l'insu de votre plein gré. Oui, et c'est donc là que ça a fait mal. Et c'est là que, à la suite d'une procédure en référé, la CPVP a obtenu gain de cause devant la justice belge. Et Facebook va devoir trouver un moyen, alors soit d'arrêter de fliquer les consommateurs belges non inscrits, on le rappelle, soit de trouver le moyen de résoudre le problème. Ils ont déjà annoncé qu'ils allaient en appel, évidemment. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du jour où la sentence sera signifiée officiellement à la maison mère, donc Facebook Ireland pour la Belgique, le jugement est en cours de traduction, si j'ai bien compris, parce qu'évidemment en Irlande ça doit être en anglais, pas question de leur envoyer un truc en irlandais, ils vont pas comprendre grand chose. Donc Facebook sera astreint à une amende de 250 000 € par jour de retard. Astreinte exécutoire. Donc ça veut dire que même s'ils partent en appel, ils vont devoir réagir rapidement. Oui. Alors voilà qui risque quand même de donner des mauvaises idées ou des bonnes idées aux justices des autres pays, et notamment on pense à nos voisins immédiats dont l'organisme de protection de la vie privée est pas triste non plus. La CNIL, ils ont quand même une réputation assez
assez hard à ce niveau-là. Et c'est pas la première fois que Facebook, de toute façon, se fait épingler pour son traitement des données privées, même si ici les données privées, bon, soyons tout à fait réalistes, hein, ce sont simplement des données de tracking de sites. Ouais. C'est pas neuf. Anonyme, ouais. C'est pas vos données bancaires qui vont être transmises, il faut raison garder. L'installation de n'importe quel soft de blocage comme Ghostery ou Adblock vous permet de bloquer dans une certaine mesure le genre de tracking qui est fait. Voilà. Il y a ça, et puis il y a aussi cette obligation, en tout cas sur certains sites en Belgique, d'afficher le fait que effectivement ce site est pourvu de cookies, etc. Donc le public est averti tout de même. Le public est averti. C'est européen, c'est une obligation. C'est européen. Ouais. Et donc oui, de ce côté-là, ils n'ont pas le choix, ils ont dû se conformer d'une manière ou d'une autre. Et autre chose, il ne faut pas oublier par rapport à cette news qu'on avait annoncée il y a 2 semaines, le fait que la Cour de justice européenne avait cassé le principe du safe harbor entre l'Europe et les États-Unis pour justement tout ce qui était partage des données personnelles et avait estimé que ce principe ne satisfaisait pas aux règles européennes en la matière, pour lesquelles on attend aussi toujours une réponse de toutes ces firmes qui pompent allègrement toutes les données européennes pour les traiter chez eux, où le cadre légal est beaucoup moins strict et beaucoup moins regardant que chez nous. Donc voilà, Facebook est dans l'expectative, ils attendent le jugement, ils ont promis d'y répondre rapidement. De notre côté, ben voilà, le catching il va continuer à tomber à partir du moment où le jugement sera signifié, ce qui va arriver incessamment sous peu. On suppose que la traduction en anglais va pas durer 10 ans. Non, je pense pas, non, Seb. Oui, alors beaucoup de choses, mais je vais pas répondre à tout, sinon on n'est pas couché. Mais le premier, c'est la justification de Facebook de pourquoi il utilise ce cookie. C'est effectivement pour savoir si quand tu arrives sur leur site, tu es un utilisateur licite ou tu es un bot. Ils ont pas été dans les détails sur comment est-ce qu'ils utilisaient les habitudes de ce que tu as visité ailleurs, le nombre de pages que tu visites à la seconde versus tu es un bot, tu es pas un bot. Mais pour eux, ils se disent qu'ils se basent là-dessus pour faire cette détection. Et s'ils doivent la supprimer en Belgique, ils considéreront comme problématique toute connexion qui se fera de notre pays, et donc avec des mesures supplémentaires de sécurité, un SMS ou que sais-je, à chaque fois que tu voudras te connecter à Facebook. D'accord. Ça peut être un problème pour nous. Enfin, c'est une contrainte, on va dire, plus qu'un problème. Une contrainte d'une certaine manière. L'autre point, c'est qu'ils ont annoncé que de toute façon, de leur nom d'utilisateur, ils supprimaient tout ce qui était collecté après 30 jours. Donc là, je suis déjà un petit peu plus dubitatif sur la raison pour laquelle ils ont été condamnés. Et alors là où je bloque complètement, c'est le fait que ça a été condamné ils étaient condamnés en Belgique. Il faut savoir qu'en Europe, il y a une entente entre toutes les commissions de la vie privée, hein, chacun dans son pays, qui ils estiment que à partir du moment où tu as une entente en tant que société avec l'autorité de ton pays, si tu exerces dans un autre pays, c'est ton autorité de ton pays qui prévaut, parce que on a tous plus ou moins des règlements harmonisés, et donc on n'a pas besoin d'aller demander l'autorisation de la CNIL si on est une société belge exerçant en France. Donc ce principe existe en Europe, et donc je ne comprends pas comment la Belgique s'est immiscée dans une procédure qui aurait dû être faite par la commission en Irlande. Donc ça, c'est un point qui a aussi été relevé par Facebook, et moi personnellement qui me trouble un peu. Pourquoi est-ce que nous, petits pays, on va s'emmerder là-dessus? Ça doit être fait au niveau européen s'il y a un problème, ou au niveau irlandais, mais pas en Belgique. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la Belgique soit envoyée un peu en poisson pilote de l'Europe pour pas tester les défenses de Facebook, mais en tout cas voir jusqu'où on pourrait aller dans les négociations de ce type-là? C'est possible ou pas, ça? Moi, j'y crois pas tellement, honnêtement. Si on veut faire des actions européennes, on le fait au niveau de l'Europe. On a condamné Google par le passé, on a condamné Microsoft, on a fait condamner je ne sais combien de boîtes. On en a même fait se couper en plusieurs morceaux pour pouvoir continuer à exercer chez nous, ou libérer du code source. Donc on a déjà imposé énormément de grosses sanctions et des milliards de
d'amende. Donc je vois pas pourquoi l'Europe au niveau... Oui, resterait en retrait. Ouais. Ok. Donc non, pour moi c'est pas logique que ce soit la Belgique qui s'emmerde de ça. Après, il y a tout le débat sociétal sur est-ce qu'il faut pas. Oui, non, peut-être, mais c'était pas à la Belgique de le faire. Et l'autre point qui me choque aussi, le dernier, puis j'arrête là-dessus, sinon on est parti sur un très très long débat, c'est que tu as toute une série de cookies qui sont de toute façon là pour tout ce qui est publicitaire, que ce soit les AdWords, que ce soit tous ces trucs. Ils sont bien plus invasifs pour l'utilisateur. Je n'ai pas de compte AdWords qui autorise Google à me traquer sur tous les sites sur lesquels je vais, et pourtant Google le fait. Ouais. Donc il y a 2 poids 2 mesures. Si vraiment tous les sites doivent se mettre au niveau de ce que Facebook a pris dans les dents ici, on a un gros problème au niveau Internet européen. Ouais. Ok, bon, affaire à suivre, comme on a l'habitude de dire dans ces cas-là. On reste à la lettre F, mais cette fois comme Firefox, Seb. Firefox pour iOS est disponible, et là on change vraiment de sujet pour le coup. Oui, complètement, et ça ne fait pas partie de ces cookies logiciels espions comme disaient certains. On a entendu de ces trucs. Bref, Firefox. Donc Firefox est disponible pour iOS. Youhou. Voilà, merci. Voilà, alors, je l'ai même pas encore installé. Tu l'as pas encore installé. C'est quand même une histoire qui se clôture finalement après, je ne sais plus combien, depuis 2013, donc après 2 ans de tergiversation, parce que Mozilla refusait d'aller sur iOS parce que Apple refusait que Mozilla utilise son moteur sur iOS. Et donc tu utilises WebKit et pas Gecko, et Apple était intraitable là-dessus, et Firefox n'a pas réussi à faire plier la pomme. Peut-être qu'ils pourraient en justice, d'ailleurs, je sais pas s'ils ont essayé, mais quoi qu'il en est, ils se sont dit c'est quand même couillon de ne pas aller sur iOS pour une question d'ego. Et surtout que sur Android, pendant ce temps-là, sur les 4 ans, ils ont 100 millions de téléchargements, donc ils se disent putain, on aurait quand même 100 millions d'utilisateurs sur iOS, on pourrait se faire un peu de pognon. Ce qui va encore creuser un peu plus le schisme qui existe au sein de Mozilla, non cette course un peu à l'aspect économique. Oui, enfin, je disais ça pour provoque un peu ici, mais d'un autre côté, ils veulent leurs utilisateurs, et c'est pas juste pour imposer le fait d'être libre sur iOS. Maintenant, c'est un écosystème dans lequel ils doivent être. Et donc, il y a tout y est, donc les tabs, les machins, les comptes pour la synchro, tout y est comme si c'était un vrai Firefox, mais c'est pas le même moteur. Donc ça va être un petit peu plus compliqué pour les développeurs. Je sais pas ce qu'ils ont utilisé comme user agent, parce que quand tu fais des hacks pour Firefox, si tu arrives sur un moteur Chrome sur iOS, ça va être un peu compliqué, n'est-ce pas, Marc? Je n'ose même pas y penser. Ça va être le bordel intégral. On va revenir à la bonne vieille époque d'IE6 où on passait 80% de notre temps à maintenir le CSS pour toutes les plateformes. Oui, c'est ça. Il va y avoir du hack dans les CSS, et ça va être rigolo. Pourquoi pas, effectivement. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, en fait. C'est une nouvelle pour Firefox, de la même manière que, je n'ai pas mis la news pour pas... il y a aussi un autre truc qui il n'y a pas tellement longtemps est passé en release sur Firefox, c'est la version, donc plus une bêta, un truc que tu as peur d'installer, c'est la version 64 bits de Firefox pour Windows. Si, ça existe, enfin. Il était temps. Oui, celle-là te bouffera la mémoire 4 fois plus vite. Oui, c'est ça. C'est un peu ça l'idée, effectivement. Ok, on va passer à la lettre G comme Google. Je vais repasser la parole à Seb pour parler d'Android Wear. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est vrai qu'on a reçu aussi pas mal de messages de courrier des auditeurs concernant les hors-séries qui avaient été consacrés par Marc et sa toquante Android et puis Apple Watch. Donc voilà, je voulais juste le signaler. On vous a pas loupé, on a bien vu, ça a été recommenté, et d'ailleurs je pense que Marc a répondu personnellement aux différents intervenants. Donc là je vais repasser la parole à Seb pour parler d'Android Wear qui se libère du téléphone quelque part, et ça c'est très attendu aussi. Bien sûr, mais Marc ne répond pas personnellement, il a sa secrétaire, tu sais. Oui, il a un community manager. Tout de suite, regarde l'image qu'on a, quoi, franchement. Star inaccessible comme ça. Et donc, Google, Android Wear se libère du téléphone. Ouais, c'est génial, non? C'est chouette. C'est une bonne idée, ouais. C'est ce qu'on attend tous, quelque part.
Voilà, et donc en fait c'est un truc qui était annoncé parce que LG avait annoncé il n'y a pas tellement longtemps la LG Urban seconde édition, LTE, et donc ils avaient dit qu'effectivement cette montre pourrait téléphoner d'une manière ou d'une autre, mais ils n'avaient pas donné tous les détails, et Google vient de confirmer que la nouvelle version de Android Wear permettait au téléphone à la montre de se passer du téléphone, de pouvoir recevoir des appels, de pouvoir recevoir et envoyer des SMS. Recevoir une carte SIM en l'occurrence. De recevoir une carte SIM et de faire tout ce que fait votre téléphone sur un truc de 360 sur 360 pixels. L'énorme avantage surtout, c'est que quand tu vas faire ton jogging, et c'est pour ça que les gens l'attendent, quand tu vas faire ton jogging ou quand tu vas faire un peu de sport, tu peux laisser ton téléphone à la maison et continuer à avoir des notifications sur un mail, un call, un truc important, ou envoyer des infos pour du tracking. Est-ce que tu cours suffisamment vite, ou un GPS, tout bêtement, un GPS avec Waze ou des trucs comme ça. Mais est-ce que les montres embarquent un GPS autonome? Parce que pour l'instant, elles se basent toutes sur celui du smartphone. Est-ce que les nouvelles montres, par exemple sur la Urban 2, j'ai pas vu l'indication qu'il y aurait un GPS intégré à la montre? Eh bien si, justement, c'est prévu dans la Urban 2, il y a un GPS intégré. Donc voilà. Donc très bien, ça évolue. Là, ça relance de manière intéressante. On va voir un 3e épisode dans pas longtemps de Marc. Le 3e craquage, je ne sais pas. Je me suis habitué à mon Apple Watch. Quand même, voilà. Elle est disponible à la vente, mais seulement aux États-Unis chez AT&T et Verizon. À mon avis, d'ici quelques semaines, elle sera disponible chez nous. Moi, je pense qu'il y a un business à se faire sur les cloneurs de cartes SIM. Parce que voilà, c'est quand même une carte SIM supplémentaire. C'est pas nécessaire d'avoir un numéro supplémentaire. On pourrait imaginer d'avoir des cartes SIM, un petit peu comme les cartes de banque, d'avoir des cartes liées au même compte pour les différents devices, que ce soit tablette, smartphone et maintenant montre connectée. Comme ça, on bouffera du data encore plus vite. Encore plus vite, effectivement. Mais non, mais c'est tout à leur avantage. Donc, on parle de Google Maps qui va fonctionner offline désormais, Seb. Voilà. C'est dingue, mais à chaque fois je te fais toujours des titres tellement succincts que tu peux développer dans le titre. Développe. C'est chouette la carte que tu m'as envoyée. C'est chouette la carte. Voilà, c'est une carte de San Francisco pour ceux qui n'ont pas l'image. C'est mignon, c'est chouette. Et c'est offline parce que tu vois, c'est une image. Oui, effectivement. La démonstration est faite. Ça c'est fait. Mais sinon oui, alors c'est un petit truc qui était remonté sur TechCrunch. Moi je trouvais ça pas mal, mais bon, c'est pas les premiers à le faire, vu qu'à l'époque quand on avait un TomTom ou un Navigo ou que sais-je sur notre GSM, on avait les 2 gigas de carte qui allaient avec. Waze peut le faire aussi, d'une certaine manière. Quand tu as fait ton trajet, tu peux lui demander de garder le truc offline. Et ben maintenant Google Maps c'est pareil. Sur ton téléphone, tu vas pouvoir choisir une région et cette région sera offline sur ton téléphone. Tu pourras faire tes trajets même quand t'as pas internet. C'est pas mal pour ceux qui n'ont pas de carte data, mais c'est surtout le but de Google, c'est que ils ont calculé que plus de 60% des utilisateurs à travers le monde n'ont pas un internet stable. Et donc ils disent la plupart du temps les consommateurs ils ont des requêtes foireuses et il y a une certaine frustration. Tout le monde n'a pas de la 4G partout où il va. Et ils disent que dans 10% des requêtes, c'est quand même pas mal, 10% des requêtes, les utilisateurs n'ont soit pas de résultat, soit un résultat trop lent. Et donc une frustration. Donc une requête sur 10 c'est foireuse, donc le pourquoi ils veulent passer sur un mode offline. C'est pas mal non plus. C'est plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt malin. Je voyais un autre intérêt aussi, c'est tant que le roaming est toujours aussi cher, tu vas pouvoir continuer à rouler. C'est bientôt fini ça. Oui, c'est bientôt fini, mais dans l'immédiat, ça pourra vraiment dépanner les gens aussi, de pouvoir se dire qu'ils vont pas... on va pouvoir continuer à servir des cartes Google en dehors du territoire. C'est un autre avantage également. Et puis c'est vrai qu'on a quand même en Belgique, chez nous, on a beaucoup de tunnels que ça peut servir également. Bonne idée. Donc je vais repasser la parole à Marc pour parler de BlackRock qui s'associe avec Google. Il va falloir rappeler ce qu'est BlackRock. BlackRock, mais avant ça, moi je voudrais juste poser une question qui me turlupine depuis que Seb a commencé le sujet précédent. Les maps offline sur Google Maps, ça fait longtemps que ça existe?
Ah bah écoute, Si, en mobile, ça fait apparemment, longtemps non. que ça existe, parce que moi je me rappelle, il y a 2 ans. Attends, il y a 2 ans, c'est quand? Oui, il y a 2 ans, pendant mes vacances d'été, je suis parti je suis parti en croisière et je suis passé par un petit pays qui faisait pas partie de la zone euro. Et donc, mon abonnement data que j'avais pris pour l'Europe, je l'avais où je pense. Et j'ai utilisé la fonction Google Maps Offline pour cacher la carte de la ville où je me suis arrêté et pouvoir me diriger à partir de là. Donc ça existait déjà. Oui, mais là maintenant tu peux télécharger plus que ta ville et tu peux faire tes trajets, tu peux tout faire quoi. Oui, je suis d'accord. Donc ils ont en fait agrandi la taille quoi. C'est un peu ça l'idée. Enfin, en fait, tu naviguais sur un espèce de cache en quelque sorte. Hein. Moi, je me rappelle quand tu allais dans la région de Lille, par exemple, tu quittais le réseau téléphonique belge, mais tu pouvais continuer à naviguer jusqu'à une certaine distance, mais c'était très limité quand même. Hein. Ici, on parle de vraie cartographie européenne, etc. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Comme on avait un TomTom avant, quoi. C'est ça, voilà. Comme les GPS, quoi. Ils n'ont rien inventé. C'est juste incroyable. Ils l'avaient pas par rapport à leurs concurrents. Ils faisaient tout en ligne. Voilà. Ce qu'aucun concurrent ne faisait. Et puis, quand ils sont tous morts, ils disent « Oh, génial, on le fait aussi offline. » Bon, c'est assez drôle, mais... Bah oui, mais en même temps, c'était ça la solution. Allez, on y va. BlackRock. Rappelle-nous de quoi il s'agit, BlackRock. BlackRock, c'est, alors à l'aune de notre nouvelle unité de mesure, c'est une boîte qui peut s'acheter vraiment beaucoup d'iPad Pro. D'accord. C'est le leader mondial de la gestion d'actifs, donc gestion d'actifs boursiers, etc. 4500 milliards de dollars sous gestion. On peut se donner une idée, c'est à peu près 2 fois le PIB d'un pays comme la France. Voilà, c'est une petite boîte, quoi. Numéro 1, quasi mondial de la gestion privée, la gestion de fonds. Cette boîte a décidé de s'associer avec Google au sein d'une co-entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle? Mais il faut savoir que pour BlackRock, ce genre d'alliance va permettre de démultiplier les capacités d'une plateforme qu'ils ont développée, qu'ils utilisent déjà chez eux, qui s'appelle Aladdin, et qui leur permet d'analyser des milliers de milliards de dollars d'actifs de manière totalement automatisée. Et donc, le système fonctionne relativement bien d'ailleurs, dans la mesure où, suite à la crise des subprimes, les 2 gros réassureurs américains qui ont fait les gros titres, qui étaient Fannie Mae et Freddie Mac, leurs portefeuilles ont été réévalués entièrement via la plateforme en question de BlackRock, ce qui a permis de nettoyer tous les actifs et de redonner un semblant de confiance aux investisseurs qui avaient perdu pas mal de fric dedans. Donc, avec cette association, les 2 géants du secteur, donc BlackRock d'un côté, Google de l'autre, vont pouvoir être capables de mettre en place toute une série de nouveaux outils qui vont automatiser la gestion du portefeuille de leurs clients, principalement au moyen du big data. Voilà. Alors, c'est autre chose que de répondre à des mails. Est-ce que ça va permettre oui, c'est autre chose que de répondre à des mails. Est-ce que ça va permettre à terme d'assurer des rendements supérieurs? C'est encore trop tôt pour se prononcer. Disons que déjà, dans la mesure où ça permettra peut-être d'éviter de perdre du fric quand les autres titres ou les autres banques se cassent la gueule, ce serait déjà appréciable. Ouais. On reste... Oui, Sébastien. Oui, alors tiens, juste pour info, parce que j'avais déjà lu pas mal d'infos là-dessus, tu savais qu'au niveau transactions, que ce soit options, achat d'actions, etc., il y a une quantité incroyable, je sais plus si c'est 70 ou 80% des transactions qui sont réalisées, non pas par des humains, mais par des machines. Absolument, oui. Donc c'est plus les humains qui jouent en bourse, c'est des machines qui font éclater la bourse. Ce sont des machines qui jouent en bourse, non seulement, mais en plus, le temps nécessaire pour réaliser une transaction est si infime que une différence d'une microseconde peut ruiner quelqu'un. Oui. D'où d'ailleurs les recentrages d'horloges atomiques et des trucs du genre pour éviter... Dont on avait parlé il y a quelques semaines maintenant, je pense, même quelques mois peut-être, sont super importantes, comme par exemple le fameux passage de l'an 2000 a eu son importance également, et il y a eu des films là-dessus. Enfin voilà, ces microsecondes peuvent coûter de l'argent si c'est l'ouverture du porte-monnaie en fait. C'est au moment où on ouvre le clairement. C'est juste ça. Je vois que Seb... Ah non, Seb est malade, il se mouche. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. On reste chez toi, Marc, pour parler de Google qui libère son code du moteur d'intelligence artificielle TensorFlow.
Voilà. Effectivement, comme dit Seb, on te met des titres et tu nous ruines les sujets parce que tu as tout dit. Ben voilà, vous pouvez développer derrière, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Non, en fait, TensorFlow, c'est un système d'intelligence artificielle qui avait été développé à l'origine par Google, qui est en fait un système qui repose sur la méthode de l'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning, et qui s'appuie sur des réseaux de neurones artificiels. Et en fait, les logiciels et les machines qui sont équipées de ce genre de dispositifs sont capables de déterminer des schémas sur base d'analyse de schémas comparables. Alors, par exemple, on va prendre des photographies d'animaux, on va les faire bouffer à une machine qui va les analyser, des milliers de photos de tous les animaux possibles, en lui indiquant, voilà, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est un chien, un chat, un écureuil, etc. Et à partir d'un certain moment, la machine sera capable visuellement, simplement sur simple présentation, elle aura appris que voilà, la photo qu'on lui montre c'est un chien, la photo qu'on lui montre c'est un kangourou, etc. Voilà. Et aujourd'hui, cette technologie donc qui constitue le moteur en question est utilisée dans une foule de domaines, principalement des domaines industriels, des domaines médicaux, etc. Et cette technologie qui a été libérée et qui est maintenant disponible en open source. Voilà, donc c'est encore une fois une libération salutaire. C'est encore une fois un beau mouvement de mettre à la disposition de la communauté ce genre d'informations. Même si même Google admet aujourd'hui que ce genre d'analyse, ce genre d'apprentissage automatique n'en est qu'à ses balbutiements, eu égard aussi à la puissance des ordinateurs qui font tourner les algorithmes d'analyse. Même si les ordinateurs savent arriver à des résultats qui ont l'air impressionnants, ils ne savent toujours pas faire, par exemple, ce qu'un enfant de 4 ans peut faire au bout de 2, 3, 4 images, c'est-à-dire reconnaître un chien un vélociraptor, par exemple. Ouais. Moi, je me rappelle qu'on avait parlé de ce truc-là il y a plus de 10 ans maintenant, je pense, pour, par exemple, faire de l'indexation de vidéos. On parlait pas encore de YouTube, mais en tout cas d'archives vidéo, etc. De pouvoir dire, par exemple, on peut reconnaître, on voit la Maison Blanche, on peut la reconnaître. On voit le monsieur sur la pelouse de la Maison Blanche, c'est Clinton. À l'époque, c'était Clinton. Pour vous dire comme c'est vieux. À côté, il y a un animal à 4 pattes, c'est probablement son chien, c'est Toby, je sais plus comment il s'appelait. Monica. Et voilà, et de fil en aiguille, comme ça, on peut... non, pas Monica. Ça, c'était pas Monica, non. Et donc, on pouvait comme ça retracer l'ensemble et sortir les différents éléments du contexte et dire, tiens, ça c'est la Maison Blanche, ça c'est le président des États-Unis, ça c'est son chien, ça c'est sa fille, etc., etc. Donc, c'est Monica. Et ça c'est Monica. Et ça c'est son épouse. Et donc, à un moment donné, enfin, ça fait plus de 10 ans de ça. Donc, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent, en gros. Hein, ça n'avance pas parce qu'ils en sont toujours au balbutiement, mais ça fait un long balbutiement quand même. Moi, je pensais que cette technologie-là avait évolué depuis, non, ils en sont pas au balbutiement. Il y a plein d'outils qui existent. Et je voudrais juste en citer un parce que il est facile, vous pouvez le tester dans votre navigateur. C'est ConvNet.js. Donc ConvNet.js. C'est un truc en JavaScript. Donc ça ne te demande pas une machine de guerre. Et ils ont un test, une démo sur leur site d'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que la machine te dit je vais à gauche et tu lui dis non c'est pas bon. Et il dit je vais encore à gauche, non c'est pas bon. Et au fur et à mesure, à chaque fois que tu lui dis c'est bon, c'est pas bon, il finit par apprendre suivant ce qu'il a fait avant. À chaque fois là où il devrait aller. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il dira à 99% de chance le bon truc, mais c'est utilisé pour certains jeux, pour gagner à certains jeux. Je ne sais plus lequel c'était un truc sur Atari, je pense. C'est s'appelait pour jouer sur certains jeux Atari. Et donc, ils ont utilisé ces algorithmes pour faire
jouer une machine à la place d'un humain sur un Atari. Et ça gagne, hein. Il n'y a pas photo, quoi. Ça apprend et ça gagne, quoi. Ça apprend, et c'était des jeux où tu devais éviter les mauvais agents, retrouver les bons points, etc. Et donc là, la démo, elle fonctionne dans votre navigateur. Vous entendez peut-être mon ventilo qui se met à s'énerver, parce que, évidemment, ça tourne dans mon navigateur, ça prend quand même un peu de CPU, faut pas déconner, mais ça fonctionne, quoi. Et voilà, je l'ai coupé, mon CPU. Donc voilà, encore un truc qu'on a appris. Juste une parenthèse, parce que j'ai absolument pas l'info, mais je voulais quand même le signaler. J'ai vu qu'il y avait une société belge ou une université belge qui envoyait des poissons artificiels à Venise pour sonder Venise. Et ces poissons sont des poissons à intelligence artificielle, sachant qu'ils vont cartographier ou explorer les soubassements. On va enquêter là-dessus et on en reparlera parce que c'était une information assez intéressante. J'aurais dû l'épingler mieux que ça, je le reconnais, mais on y reviendra prochainement parce que c'est une très belle pêche et je trouvais ça assez... Enfin, on est presque dans la science-fiction, mais non, pas du tout, c'est la réalité. On passe à la lettre N et on va accélérer un tout petit peu parce qu'on a pris beaucoup de temps sur la lettre G comme Google. N comme Nvidia, Seb, Nvidia, qui lance son quoi ? Qui lance quoi ? J'ose plus rien dire du coup. Ouais, tu peux le dire, le titre, il est cryptique. Hein ? Il lance le Jetson TX1. Voilà. Et je l'ai mis là parce que le Jetson TX1, qui est donc annoncé le 11 novembre, donc hier par rapport à notre date d'enregistrement, cette petite carte de la taille d'une carte de crédit, c'est un supercomputer. D'accord. Et ce supercomputer est prévu pour pouvoir traiter tout ce qui est nécessaire dans les réseaux neuronaux. D'accord. Et donc, ça va effectivement pile poil avec le sujet de marque, parce que cette petite carte, donc vraiment une taille de carte de crédit pour ceux qui n'ont pas vu l'image, c'est 1 teraflop de performance, donc ce truc est énorme. Ça dépote grave. Ouais. Ça dépote grave, et c'est comme les trucs de la Shield, honnêtement, ça dépote toujours grave pour le moment ce qu'ils sont en train de nous sortir dans les GPU. C'est équivalent, pour donner une référence, au plus rapide des supercomputers d'il y a 15 ans. Oui, c'est ça. Donc, pour un truc qui ressemble un peu à un Arduino, quoi. Voilà, là c'est... Un peu de choses près, oui. Et donc ce truc, c'est à base d'un ARM 64 bits, admettons, et un 256 cœurs pour le GPU. C'est juste gigantesque. Alors c'est embarqué avec plein d'outils. Alors ça c'est sur Linux pour le moment uniquement pour Tegra. Et ça embarque tout ce qu'il faut de chez Nvidia, que ce soit du CUDA, VisionWorks. Bref, il y a moyen de faire... Tous les outils sont déjà là pour faire du deep. Et ça coûte quoi ? Ça coûte combien ? Ça coûte combien cette histoire ? Alors, ce truc, avant que je te dise combien ça coûte, parce que c'est fait pour analyser essentiellement des flux vidéo, pour pouvoir apprendre à des robots à prendre des bonnes décisions en regardant ce qui se passe. Analysant de l'image, quoi, en gros. Analyser l'image pour des drones, pour des poissons, si tu veux, éventuellement. Ce truc est capable de digérer 1400 mégapixels par seconde. Ah oui, quand même. Donc tu imagines le nombre de photos qu'il peut bouffer par seconde, quoi. Ou le nombre de capteurs qu'ils font à chaque fois du 2 mégapixels. C'est juste énorme. Ouais. Alors pour le moment, il y a une version développeur qui est dispo à $599, mais dès que ce sera passé en janvier en production, ce sera $299 par Bitonio. Voilà, il y a des universités qui vont se jeter dessus parce que là il y a de la recherche à faire autour de l'objet déjà. Le MIT est enchanté. Il y a plein de gens qui sont extrêmement excités de voir ce truc arriver, parce que avoir un supercomputer d'il y a 15 ans pour $300 chez toi, oui, c'est ça. Qui tient dans la main, parce que le supercomputer d'il y a 15 ans, il tient pas dans la main. Là, il tient dans la main, mais il faut quand même des trucs autour. Il faut le mettre dans un environnement technique, on va dire, technologique, qui va lui permettre de fonctionner. Il faut de l'alimentation. Parce qu'ici, tu as un CPU avec, tu as un d'accord. RAM, alors il faut des capteurs pour aller chercher les infos. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Globalement, tu as tout. Tu as 4 Go de mémoire, tu as 16 Go de eMMC, tu as du Wi-Fi, tu as du Bluetooth, tu as du 1 Go d'Ethernet, il est capable d'encoder de la vidéo 4K en temps réel. Moi, je crois qu'on a trouvé nos prochaines machines Skype.
Ouais, c'est pas impossible. Non, mais pour le prix, excusez-moi, mais franchement... Mais quand tu vois ce qu'il y a dedans, en fait, ça doit être grosso modo ce qu'il y a dans la Shield à la base. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'était le rapprochement. La Shield, c'était la version grand public du truc, et ici, ils vont offrir quelque part une version plus technologique, quoi, plus technique. Et ils ont adapté tous leurs outils pour le truc. Ouais. Bah, voilà une bonne nouvelle. Tiens, un truc sympathique comme on n'en avait plus entendu depuis un bout de temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ce genre d'annonce, c'est plutôt pas mal. T'imagines, leur mémoire, elle fait 25 gigabits par seconde. Enfin bref. L'autre, il s'énerve. 400 mégapixels par seconde, c'est juste déjà, t'as du mal à t'imaginer. Si vous voulez faire plaisir à Sébastien pour Noël, vous savez quoi lui offrir. À l'époque, on avait un appareil photo de mégapixels qui te faisait une petite photo. Et on peut plus l'arrêter, là, c'est fini. Ici, le mec, il peut te faire 700 photos en même temps. Oui. Mégapixels. On revient la semaine prochaine. Bon, voilà, c'est ça. On passe à la lettre P parce que là, l'heure tourne, hein, les enfants. P comme piratage, Marc. Les suites de l'affaire, bah oui, on en a parlé la semaine passée, Popcorn Time et autres, voilà. Oui. Alors oui, justement, il y a des choses qui ont un peu bougé suite aux événements de la semaine dernière. Bon, ne rêvons pas. Oui, absolument. Ne rêvons pas. On dit toujours le piratage, c'est pas bien. Ce qu'on va vous dire, c'est à des fins uniquement expérimentales et de culture générale, pas plus. Mais bon, donc Yifi est toujours bien mort. On voulait simplement vous dire, si vous fréquentez ce genre de cercle, vous avez certainement vu passer des annonces comme quoi, non, Yifi n'est pas mort, et il y a un nouveau site qui s'est mis sur place, etc. En fait, ils sont des dizaines à revendiquer l'héritage du groupe et ouvrir des sites qui ont plus ou moins des copies conformes au dernier RIP des releases qui avaient été faites. N'y allez pas, parce que franchement, non seulement vous allez rien trouver de neuf, mais en plus vous allez vous choper des crasses, des grosses, parce que voilà, ça a été prouvé pour être des nids à malware et autres trucs du style. Alors par contre, j'ai quand même remarqué qu'il y en a un qui a tiré un peu son épingle du jeu. Bon, alors il y a Streamio effectivement, dont mes honorés confrères ont discuté de la semaine passée, mais il y avait un autre Popcorn Time, parce que rappelez-vous qu'à l'origine, Popcorn Time avait été scindé en 2 forks. Il y avait le fork original qui lui a connu la triste fin qu'on connaît, voilà, évidemment. Mais il y avait un autre Popcorn Time qui lui était beaucoup plus discret, qui était beaucoup moins léché aussi, mais qui lui est toujours vivant. Oui, mais c'était justement, tu parles de léché, c'était pas un truc un peu... Non, c'était pas un truc pour film de boule, pas du tout. Je pensais, il y avait vraiment un autre, voilà, si vous faites une petite recherche sur Google, on va pas vous mettre le lien. On peut pas le mettre. De toute façon, vous êtes grand assez pour le trouver si vous voulez, un cœur vaillant, nul, rien d'impossible. Mais il existe toujours une distribution de Popcorn Time qui fonctionne et qui en plus permet le luxe d'avoir sorti une nouvelle version pour iOS. Ah voilà, donc tout n'est pas fini, c'est pas la fin de tout. Tout n'est pas fini, c'est pas la fin de tout. Mais donc, si vous aviez l'habitude, par contre, d'aller sur le site, évitez d'avoir envie d'y aller parce que on n'est pas, voilà. Mais ça, de toute façon, de manière générale, ce qu'on peut dire, quand il y a des trucs comme ça qui sont à la limite de la légalité ou même complètement dans l'égalité qui disparaissent. Un beau gros antivirus derrière. Mais quand cela disparaissent, qu'on avait plus ou moins confiance, etc., que la place est prise souvent par des gens qui sont beaucoup moins, regardons, on avait vu ça avec Mega Upload à la disparition de Mega Upload, d'autres se sont engouffrés dans la brèche avec beaucoup moins de bonheur pour les utilisateurs. Allez, on termine avec la lettre W et un double what the fuck, si j'ose dire, Marc. Double what the fuck, et le premier d'ailleurs porte même la même initiale, puisque c'est une association qui s'appelle Wi-Fi for Life. Qui a imaginé, transformer, alors non, je vous assure, je n'ai rien fumé, les SDF de la ville de Prague en borne Wi-Fi mobile. Voilà. Donc en fait, à la base, comme Marc me le faisait remarquer avant qu'on commence l'enregistrement, c'est pas une nouvelle, parce qu'on en parlait déjà l'année passée. Mais à l'époque, l'année passée, les types qui sont derrière cette initiative avaient lancé une campagne de levée de fonds sur Indiegogo et c'était complètement vautré. Donc, ils avaient ramassé $358, je crois, sur un objectif de 15 000. C'était vraiment n'importe quoi. Et ici, comme ils croient vraiment en leur projet, ils ont décidé de le financer eux-mêmes. Et donc, ils ont réussi, cette fois-ci, à équiper un SDF. Donc, en fait, quelque part dans Prague, il y a un brave gars. Je ne sais pas s'il a un chien ou pas, mais qui est transformé en borne Wi-Fi mobile. Donc, en fait, le concept, c'est que l'association fournit un routeur Wi-Fi probablement équipé en 3G à un SDF.
En échange, celui-ci reçoit de la nourriture, de la boisson sans alcool, un toit, des vêtements et 5 € d'argent de poche par jour. Et même si l'accès Wi-Fi est gratuit, il est fortement encouragé. On encourage fortement les touristes et les gens qui en bénéficient à reverser un petit pourboire à la personne. Oui. Maintenant, voilà, c'est what the fuck parce que le truc est quand même assez improbable. Oui. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y en a un seul qui fonctionne, même si la ville de Prague s'est quand même déclarée intéressée et a pensé à mettre à disposition de Wi-Fi for Life une subvention pour équiper davantage de sans domicile fixe en 2016. Voilà, disons moralement... Je reste un peu dubitatif. Mais c'est le genre d'histoire un peu particulière. C'est vrai que. Mais ce n'est pas un hoax et ce n'est pas. Oui, c'est ça. C'est ce qui est le truc particulier, c'est que c'est le genre d'information. Quand on tombe là-dessus, on se dit tiens, encore une blague du Gorafi. C'est vrai, le genre d'information qu'on pourrait trouver comme ça. Voilà, on va transformer. On change un peu les mots, on tourne un peu ça différemment. On dit tiens, on va transformer des SDF en antennes de GSM. Tout le monde va crier au scandale et va dire c'est pas vrai, ils sont devenus fous. Et ici, manifestement, c'est vrai, c'est quand même très particulier. Oui, il est quand même relativement dur de s'y retrouver un peu dans la jungle de toutes ces annonces qui buzzent. Par exemple, j'avais choisi un sujet à présenter aujourd'hui que j'ai déprogrammé à la dernière minute parce qu'il s'est avéré que c'était justement un bad buzz. Voilà. C'était une application qui s'appelait Rumbler, qui était en fait se présentait comme le Tinder de la castagne, où on trouvait par app interposée des gens avec qui on pouvait se friter et rentrer rentrer dans l'art en toute sportivité. Il s'est avéré que c'était une campagne de buzz pour une société d'assurance. Voilà. Okay. Mais j'y ai cru. Voilà. Donc, franchement, c'est pas mal. Ici, c'est pas du buzz. C'est vrai, les gens, ils ont vraiment fait leur campagne Indiegogo. Ils se sont vraiment vautrés. Ils croient à leur truc. Et ils vont jusqu'au bout de l'idée. Allez voir la vidéo. C'est assez improbable aussi. Seb. Oui, alors j'ai vu un autre article, je me souviens plus du nom du mec, malheureusement, je suis désolé, je l'avais pas programmé pour le truc, mais un mec qui a trouvé la solution aux États-Unis, je sais plus dans quelle ville, pour régler le problème des SDF. Et tu connais la solution ? Il les envoie à Charleroi. Non. Leur donner une maison. Oh mon Dieu! C'est vrai qu'avec le nombre de baraques qui sont vides. Non, mais alors, la première, quand tu lis la première ligne, tu te dis, ouais, ok, c'est bon, ça va, tu te fous de ma gueule. Et non, en fait, l'expérience était, on leur donne une maison, mais sans sans aucun test. Tu vois, les mecs te disent, normalement ici, tu dois être, tu peux pas te droguer, tu peux pas boire, tu peux pas avoir d'animaux, etc. Là, non, on donne une maison. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions. D'accord. On te donne une maison. Ok. Et apparemment, ça règle énormément de problèmes, etc. Donc le truc n'était pas si con que ça, finalement. C'est ça. Allez, on termine avec le deuxième what the fuck, parce que j'avais dit qu'il y en avait un double. Spartan, c'est le slip anti-ondes qui protège donc les... Comment ? Quoi ? Qui protège. Mais par exemple, les coucougnettes alors ça protège chez toi. Voilà. Ça protège tes glandes reproductrices, on va dire ça comme ça, parce que nous sommes quand même sur un podcast de grande écoute. Ça protège également les autres de tes émanations nocives, puisque c'est un slip anti-odeur, antibactérien, mais la grande innovation sur ce slip, c'est donc qu'il est fabriqué avec notamment des fibres d'argent, qui, outre leur effet antibactérien, ont l'avantage de pouvoir bloquer jusqu'à 99% des ondes émises par les téléphones mobiles, les émetteurs Wi-Fi, etc. Et donc, cette société, qui avait fait également une campagne de financement sur Indiegogo, où ils ont actuellement atteint un tiers de leur objectif, il reste encore quelques jours, c'est de vous vendre donc à 40 € pièce, ça fait quand même cher le calbut, un slip qui s'appelle le Spartan. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom-là, et qui va donc protéger vos précieux spermatozoïdes et les défendre contre les vilaines ondes électromagnétiques si vous avez l'habitude de trimballer votre GSM dans votre poche. C'est bien aussi pour les gens qui travaillent en centrale nucléaire, dans les sous-marins nucléaires. Avec le slip sur la tête. Ils ont déjà plus trop... Exactement. Oui, c'est vrai que le slip sur la tête avec un truc comme ça pourrait servir. On se demande pourquoi on le... Qui ont peur, ils sont les pauvres, ils sont obligés de se mettre des entonnoirs en papier alu. Là, ils auront l'air cons, mais au moins avec style. Oui, c'est ça. Enfin, je comprends pas pourquoi on fait pas tout dans cette matière-là. Finalement, Sébastien. 40 boules le slip quand même. Donc, c'est vrai. C'est avec 40 boules le slip. Ouais. 40. Ouais. Enfin bon. Ça fait que 40, ça fait que 20 € par coucougnette, ça va quoi. Et puis il peut être lavé 300 fois. Ah, d'accord. Il ne peut. Oui, enfin bon, voilà.
C'est une information capitale. Une fois de plus, pour terminer ce... On se devait de vous l'annoncer. Oui, je pense, oui. Pour terminer donc ce 54e épisode des Technos, un mot pour votre défense, Seb. Merci. Merci Marc également. Non, je persiste, je signe, j'assume totalement. À très bientôt pour... oui, Seb, si jamais quelqu'un veut qu'on teste le slip, il peut toujours nous l'offrir. Hein. Ah ben voilà. Ça aussi. Non. On va pas arriver à terminer cet épisode, c'est pas possible. À très bientôt. Au revoir.